Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et comme c'est maintenant le cas depuis plusieurs années, Monsieur Guy Barrette est avec moi. Et oui, c'est moi. Ça va bien, Guy? Ça va super bien, toi? Guy, c'est vrai que ça fait plusieurs années. On oublie, là, mais écoute, 5 ans, 6 ans, là, c'est... Ouais, on a des cheveux... des cheveux... L'autre jour, j'étais dans gris. l'auto, puis je me disais, hey, on va-tu faire ça encore pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans? En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai toujours du plaisir. Donc, je regarde pas en avant. Je fais le fait tant que j'ai du fun. Puis si on se rend à plusieurs années, ben, ça sera ça. Faut pas trop se casser la tête dans la vie. Faut juste s'amuser. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ben, c'est ça, moi. Je te dirais que, tu sais, des fois, les gens me disent, pourquoi tu fais ça, le podcast? Je dis, ben, c'est parce que je suis le premier client du podcast. Je suis la première personne intéressée. J'apprends tellement, moi, à faire ça. Ben, c'est un peu égocentrique de notre part parce que il y a des sujets qui nous intéressent. On trouve des gens qui sont des experts dans le domaine. On est les premiers à en bénéficier parce qu'on a un contact direct avec ces gens-là. Puis, ben, on fait partager à tout le monde ce merveilleux savoir que nos invités partagent avec nous. Guy, il fait froid à Montréal. Hein, ça frette. Ça frette en tabarouette. Mais sais-tu que demain, moi, je saute dans l'avion, je m'en vais au soleil. Chanceux de moi-même. Dans quel coin? Je m'en vais à Miami. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Oui, pas longtemps. Par contre, je m'en fais une formation, tu sais, pour nos éditeurs qui écoutent. Tu vas travailler. Ben oui. Je vais travailler, puis je vais probablement même pas pouvoir profiter le soir parce que je m'en vais donner ma formation Team Foundation Tour, mais là, c'est une version spéciale. Et ça swing à Fort Lauderdale le soir, en hiver. Écoute, avec tous les baby boomers qui sont là. Justement, moi, je ne soignerai pas beaucoup parce que je vais pratiquer certaines de mes démonstrations parce que j'ai toute une nouvelle journée de formation que je donne là-bas. En parlant de formation, t'as ton tour? Oui, le Team Foundation Tour, ça va bien. Écoute, je suis agréablement surpris. Écoute, il est annoncé, puis il y a des inscriptions. Puis là, il va se donner à Montréal, il va se donner à Québec. Fais-moi le elevator pitch en 30 secondes. Tu es une organisation... Tu as décidé que TFS, c'est ta plateforme de développement logiciel et que tu veux adopter l'agilité, potentiellement Scrum, puis tu veux vraiment bien démarrer, ou si tu as déjà démarré, tu veux vraiment continuer puis sur une bonne piste positive, ben moi, ce que j'enseigne là, en 2 jours, c'est ce qu'il faut savoir pour aller au-delà du Scrum. Donc, finalement, étendre son Scrum avec des bonnes pratiques. Parce que Scrum, à la base, c'est assez simple à mettre en place. notre invité a un gros sourire. Est-ce que c'est vraiment l'élévateur pitch? Bonjour, Eric. Bonjour, Mario. Bonjour, Guy. Moi, ma question, c'était vraiment, est-ce que tu vas réussir à le faire en 30 secondes? La seule chose que t'as pas mentionné, c'est où est-ce qu'on peut s'enseigner? Je voulais justement dire ça, c'est que le Team Foundation Tour, je me suis joint à un nouveau portail qui s'appelle le Formation Tour. Il y a des gens de Run at Server qui sont derrière ça. Il y a même un monsieur Guy Barrette qui ferait des Azure Tour, c'est-à-dire une formation sur Azure. Je connais lui. Lui, il est des nuages. Il est des nuages, beaucoup. Mais grosso modo, c'est qu'il y a un nouveau portail qui a été mis en place pour justement des gens qui font de la formation, absolument des experts dans des domaines précis, comme toi, Guy, c'est sur Azure. Moi, c'est sur Team Foundation. Il y a sur formation-tour.com. Si tu vas là, ben il y a des formations sur Windows 8, HTML5. Donc, ça s'appelle toujours la technologie suivie de Tour, donc HTML5 Tour, Windows 8 Tour et Team Foundation Tour dans mon cas, moi. Puis l'idée, c'est d'avoir un endroit central où est-ce que les gens qui s'intéressent et qui veulent avoir de la formation peuvent s'inscrire puis savoir que ça va être de la bonne formation. Excellent. Donc, j'avais commencé à introduire ou à présenter notre invité, Éric Renaud. C'est pas la première fois que tu viens nous voir, Non, Éric. moi, je pense que c'est la 4e ou la 5e fois, même. Ben, puis tu sais pourquoi je te réinvite, hein? C'est parce que t'es tellement bon vulgarisateur que tu me fais une bonne synthèse d'un sujet qui m'intéresse, puis après ça, je me couche moins niaiseux le soir. J'ai appris quelque chose. Donc là, aujourd'hui, moi, je m'intéresse à OData.
J'ai dit, bon, il est temps là, que j'en comprenne puis que j'en sache un peu plus. Donc, je vais inviter Eric pour qu'il vienne nous parler de OData. Ouais, je pense qu'OData, ça fait quand même quelques années qu'on en parle, mais vraiment, c'est nouveau, mais en même temps, c'est pas très, très, très adopté. Donc, ça me tient à cœur de justement partager un peu c'est quoi OData. Pour nos auditeurs qui se disent OData, qu'est-ce que c'est ça? Donc, le nom au long, c'est... C'est le Open Data Protocol. Au fond, OData, c'est juste un protocole qui est poussé par Microsoft. Puis, naturellement, ça, c'est juste un protocole, c'est juste une spécification, il y a un site web. L'idée, c'est qu'il y a une technologie qui s'appelle WCF qui, elle, va fournir une implémentation de ce protocole-là. Puis, c'est ça qu'on est capable d'utiliser en tant que programmeur ou architecte pour être capable de bâtir des meilleurs systèmes. Mais avant d'aller trop loin au niveau de la technologie, si on parlait de toi, Eric. Ah oui. Bon, ben, bonjour. Eric, sais-tu, moi, je sais que tu es entrepreneur, je sais que tu as des projets là, d'entreprise, tu travailles sur plusieurs choses, donc je suis même pas capable de dire pour quelle compagnie tu travailles parce que ça bouge là, de ce temps-ci. Effectivement, ça bouge beaucoup. Moi, je travaille présentement pour une compagnie qui s'appelle Ambient Reflex. Puis Ambient Reflex, c'est une compagnie qui est c'est un start-up. Puis on est en train de bâtir une solution grand public et pour l'entreprise pour essayer d'aider le monde à gérer l'information. Donc, c'est comme un mash-up d'informations, mais au lieu d'être un site web statique, on peut comme le programmer pour encoder notre intelligence dans le système, puis là, le système va nous aider. C'est comme un système d'information personnelle avancé pour le prochain siècle, disons. C'est un peu flyé. Puis cette technologie-là, cette solution, ce logiciel-là que vous allez offrir, elle utilise OData comme protocole pour l'échange d'informations. Exactement. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur les forums d'OData, justement, à essayer de comprendre où est-ce que ça s'en va, pour justement dire, bon, ça va être ça la technologie de base qu'on utilise pour le système. D'ailleurs, c'est une des raisons quand j'ai pensé, je dis, qui pourrait nous parler d'OData? Je dis, il y a un petit Eric Renaud, je connais, là, il serait bon de nous parler de ça. Donc, écoute, Eric, ça fait quoi, 10 ans, 15 ans que tu as fini l'école? Un peu moins de 15, oui. Dans une vie antérieure, on a même déjà travaillé ensemble dans des startups. Donc, tu as commencé, après l'école, tu as fait de la programmation C++, tu as migré à .NET comme beaucoup de gens sur cette planète. Il y en a qui migraient de Visual Basic, il y en a qui... ils n'avaient pas la chance d'avoir fait du C++. Eux autres, ils venaient du monde VB, là, et certains Guy Barrett. Eux autres, ils ont fait la migration vers .NET. J'étais pas sûr qu'on parlait de quelqu'un en particulier. Donc, il y a des gens comme ça qui ont dû faire une migration vers .NET, mais en partant d'un background VB. Eux autres étaient heureux parce qu'ils disaient, finalement, c'est VB qui a gagné. Il n'y a pas fait .NET, c'est VB6, refaite pour le... Mais de quoi tu parles? Il y a des gens comme toi puis moi, nous, on venait d'un background C++, on s'ennuyait de nos pointeurs. Non, on s'ennuyait pas, on était très heureux de ne pas avoir à dealer avec les pointeurs. Et puis on s'ennuie pas du tout de C++, on est bien heureux à faire du C#. Et aujourd'hui, on programme tout en C#. Oui. On aime ce langage-là. Ben, c'est un beau langage qui continue à évoluer, puis même que pour ça un peu qui se tient à jour avec qu'est-ce qui s'en vient chez Microsoft, le framework .NET 4.5 s'en vient bientôt, donc il y a des nouveaux trucs là-dedans, tout ce qui est asynchrone, ça peut dire certains mots à certaines personnes, là, je pense que c'est intéressant, puis ça va nous aider à programmer encore mieux. C'est un langage intéressant parce que moi, ce que j'aime de C#, entre autres, c'est un langage qui justement se tient à jour, évolue. Par exemple, est allé chercher le meilleur de la programmation fonctionnelle, mais sans dénaturer le langage. Mm-hmm. Ça, c'est une belle... en tout cas, c'est tout à l'honneur de celui qui s'occupe de ce langage-là. T'es un MVP C# d'ailleurs? Oui, j'ai été renouvelé encore en janvier pour une autre année, donc je vais être avec vous tous au Summit. Donc, dans 2 semaines, on s'en va à Seattle, nous, pour rencontrer... en tout cas, c'est pas un party, c'est pas le bon terme. Non, c'est pas un party. Les MVP, chacun dans leur technologie, rencontrent l'équipe de produits à laquelle ils sont assignés. Puis, il y a du feedback. Il y a beaucoup de feedback que Microsoft demande là, sur leur direction, tout ça. Puis, dépendamment où est-ce qu'ils sont avancés dans un cycle de release d'un produit, souvent, on est privilégié là, avec des informations là, qui ont pas sorti, qui sortent de Microsoft pour la première fois, là, finalement. C'est bizarre parce que la prochaine version de Visual Studio est même pas encore sortie. On s'entend, là, ça va sortir d'ici plusieurs mois. Là. Mm-hmm. Donc,
toute la réflexion sur qu'est-ce qu'est le produit est finie depuis longtemps chez Microsoft. Les gens comme nous, on sait tout ce qu'il va y avoir dans cette version-là parce qu'on nous a demandé à la base qu'est-ce que devaient être les fonctions, puis après ça, on nous a demandé de valider. Et au MVP, nous, on va commencer à discuter qu'est-ce qui va être la version subséquente. Le planning déjà là, c'est là-dedans qu'on va être. Dans 2 ou 3 ans. On va avoir du fun parce que là, c'est comme bon, dans 2 ans, qu'est-ce qui est important qu'il faut. C'est quoi la prochaine étape dans le produit? Ouais. Donc, Éric, si on revient à toi. Donc, ça fait quoi? T'as fondé plusieurs entreprises. Tu as participé à des startups, tu as fondé Inventive. Oui. Depuis un an, t'es revenu Je suis revenu à mon compte, au fond, pour partir d'autres projets, justement, avec mon ancienne compagnie qui s'appelait Les Solutions Modelon, qui est, au fond, une compagnie là, d'outsourcing de projets, si on veut. Donc, j'ai monté quelques équipes, justement, avec ça pour aider certains clients dans certaines industries. Puis là, tu mets sur pied Ambient Reflex. Puis si je résume, là, c'est une solution finalement d'intégration des données en utilisant des protocoles OData. Oui, c'est un peu de l'intégration de données. Puis ça essaie vraiment d'amener ça au prochain niveau parce qu'imaginons qu'on peut acheter des données, mais imaginons aussi qu'on pourrait acheter des algorithmes, on pourrait acheter de la visualisation sur certaines données. Donc c'est vraiment un mash-up, mais configurable par l'utilisateur. Donc c'est vraiment un système d'information personnalisé pour toi. Disons que j'ai vendu la solution à quelques personnes. Puis qui trouve ça vraiment intéressant parce qu'il dit que ça nous permet d'encoder qu'est-ce qu'on fait au jour le jour dans un système d'information. Puis, au lieu que ça soit dans la tête d'un humain, ben, c'est au fond, le système aide cet humain-là à travailler. Donc, c'est vraiment personnalisé. Puis, il y a tout le mécanisme de partage, justement, à mon équipe, à mon unité, à mon département, puis à ma compagnie, pour justement essayer de promouvoir la réutilisation, puis des façons de travailler qui sont plus standardisées à l'intérieur d'une compagnie. OK. Mais c'est vraiment un start-up, je ne veux pas trop en dire. Ça va sortir un jour. On est en ronde de financement aussi, donc il faut regarder comment tout ça va se dérouler. C'est ça qui est le plaisir dans la vie, c'est de créer des choses, puis avoir des projets, puis aller de l'avant. Écoute, on est ici pour parler de Open Data Protocol, OData dans son petit nom. Comment on pourrait résumer vite, qu'est-ce que c'est OData? C'est un protocole. C'est vraiment un protocole. Puis, je vais le répéter, c'est poussé par Microsoft, mais ce n'est pas un protocole fermé. Ils veulent que le monde l'adopte. Puis, quand on va sur le site web qui s'appelle odata.org, on ne voit pas du tout le mot Microsoft, autre que les auteurs du site web qui sont Microsoft, naturellement. Par contre, comment c'est perçu dans l'industrie? Il y a un protocole ouvert que Microsoft... Oui, ça se peut-tu, ça? C'est comme... il doit avoir anguille sous roche, là. Mais... Il y a une pogne en quelque part, là. Mais il n'y a pas vraiment de pogne, parce que c'est juste un protocole, puis c'est un protocole ouvert basé sur des choses comme Atom, JSON, XML, puis ça réutilise tout le vocabulaire qu'on connaît du monde HTTP, donc tout ce qui est web, tout ce qui tourne autour des puts, des get, des delete, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été ramassées dans un moton, si on veut. Il n'y a rien de propriétaire dans tout cet amalgame-là. Non. Si vous faites du JavaScript, il y a une librairie qui s'appelle OpenJS pour justement faire ça, pour faire du OData en JavaScript. Ils ont aussi toute une implémentation Java, donc si vous êtes l'autre monde, là, le monde Java, vous pouvez aussi faire du OData si ça vous tente, puis avoir de l'interopérabilité avec les systèmes Microsoft. Puis naturellement, ça, c'est implémenté par l'équipe de WCF à l'intérieur de l'équipe de .NET. À quelque part, c'est peut-être juste, puis les gens de Microsoft, ils ont été assez habiles, c'est de se rendre compte que parce que en arrière d'OData, le premier standard, premier protocole, c'était le fameux, ce que les gens ont appelé RESTful. Oui. C'est-à-dire qui est un autre nom pour dire le protocole qu'Internet utilise. Exactement. Donc, au fond, si on regarde c'est quoi un URL, donc vous savez tous c'est quoi dans le browser. HTTP ou HTTPS. Exactement. L'idée, c'est que ça identifie une ressource. Par exemple, si je vais sur microsoft.com/startpage.html, je sais que je vais accéder à une ressource, mais dans le monde du browser traditionnel, c'est du HTML qu'on va retourner. C'est pas de l'information. C'est fait pour un humain, c'est pas fait pour un système. REST dit justement qu'on va utiliser ce URL-là pour encoder l'information ou l'accès à une certaine information très spécifique. Et là, au lieu que d'encoder, par exemple, du HTML pour que ça soit lu par un être humain dans un navigateur, les gens, ils ont été assez habiles de se dire, écoute, si j'utilise XML, donc une structure hiérarchique pour structurer l'information, et puis que je la retourne, ben à quelque part, je suis capable d'échanger des données. Mm-hmm. Et encore là, au début, tu avais cette approche-là de REST, et on a jumelé un protocole qui est largement utilisé, que tous nos auditeurs utilisent sûrement tous les jours, qui est le protocole pour l'échange les feeds RSS, je pense. Feeds RSS. Ouais.
en jumelant les feeds RSS RESTful, on est en train quasiment de définir qu'est-ce qui est OData. Mais il y a encore plus que juste ça. Donc, c'est RESTful d'un bord. Donc, l'approche d'être capable de faire les fameuses opérations en architecture, on dirait les opérations CRUD. Là. Oui. Create, read, update, delete. Donc, créer, lire, mettre à jour ou supprimer des contenus. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que le CRUD, lui, est implémenté avec les actions de base que dans HTTP. Donc, put, get, post, delete. Donc, c'est toutes des choses, justement, qui existent. On réutilise vraiment les protocoles du web. C'est pas Microsoft qui avait... Tu sais, moi, je me souviens à l'époque, quand on a commencé à parler de RESTful, on remonte à quoi, 5-6 ans maintenant, c'était pas des gens de Microsoft qui poussaient ça, c'était les gens les plus à l'avant-garde open source qui étaient derrière ça. Et à quelque part, les gens de Microsoft vont juste s'embarquer dans le wagon en se disant « Oui, ça a bien d'allure comme façon ». Et justement, derrière, je me souviens, les premiers penseurs étaient des gens aussi qui avaient créé le protocole RSS. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, ça a été normal de dire, s'il faut que j'en code en XML, je vais prendre le format RSS. Le format AtomPub, justement, là, qui est utilisé pour transférer des blogs, justement. Là, c'est très populaire dans l'industrie. Puis, ce qui était intéressant d'AtomPub, justement, c'est qu'ils avaient fait un format XML qui n'était pas fermé. C'est-à-dire que, oui, tu pourrais échanger le contenu de carnet de blog, mais tu pouvais facilement dire, c'est pas des carnets de blog que je vais échanger, mettons, c'est des adresses ou c'est des noms de calendrier, des noms de clients. Puis c'est là que OData devient intéressant parce que par-dessus le REST, une des grosses améliorations de OData, c'est qu'ils disent, il y a du search aussi. Donc, il y a tout le concept de recherche que CRUD, c'est create, donc créer des choses, read, donc lire des items, update, faire des mises à jour, puis delete, donc détruire des choses. Mais comment est-ce que je fais pour demander au système, retourne-moi tous les comptes recevables avec donc, c'est plus toujours que 10 000. c'est toujours un get dans un URL, dans le protocole. Mais après là, il c'est juste définir une convention, comment on va faire le get. Puis OData, c'est un peu ça, c'est définir tout le jeu de convention. C'est ça. Puis dire ça devient un protocole. Puis si vous utilisez cette convention-là, donc c'est un peu comme, nous, on se parle en français aujourd'hui, donc on a une convention, on a décidé que les mots voulaient dire, le mot bonjour veut dire bonjour. Si on serait chinois, ça serait un autre mot. Si on serait en anglais, ça serait hi. Donc il y a différents, finalement, une langue, il y a beaucoup derrière ça, des conventions. Donc, si on essaie de définir comme un langage pour permettre à des machines de se parler entre eux autres, parce que c'est la puissance de OData, c'est ça. La puissance de OData, elle est vraiment là. Puis, tous ceux qui connaissent un peu SQL ou Link, là, la technologie .NET, si vous regardez un URL OData qui fait de la recherche, vous allez être capable de voir des choses comme where, filter, first, tout le concept de recherche qui a été poussé beaucoup avec SQL puis implémenté dans les langages avec LinkQ se retrouve encodé dans un URL. Donc, ces URL-là sont des URL spéciaux dans OData qui retournent des collections d'objets. Puis chacun, dans cette collection-là, on va avoir des URL vers les éléments individuels de cette collection-là. Donc, je pourrais demander tous les comptes recevables non payés dans les 30 dernières journées. Donc, ça me retourne une collection. Puis, je vais voir à l'intérieur de cette collection-là des URL vers les comptes recevables. Juste en lisant le URL, je pourrais savoir que c'est une recherche à quelque part parce qu'il y a une convention. Donc, imaginons qu'il y a un site qui s'appellerait, mettons, mariocardinal.com, un site qui n'existe pas du tout. Donc, la convention serait quoi? Après ça, je mettrais un slash. Oui, on pourrait mettre un slash, puis ensuite, on pourrait peut-être inventer un concept qui s'appelle les podcasts. Mm-hmm. Puis, si je veux référer à un podcast en particulier, je pourrais rajouter un autre slash, puis dire, par exemple, un. Ça pourrait référer au premier podcast, deux pour le deuxième, celui qui aurait l'identificateur 1. Donc, c'est ça. Ça serait vraiment la clé primaire. Donc, la façon pour faire une recherche, mettons, si je fais juste slash podcast, la convention, souvent, c'est de mettre un S au bout pour dire que c'est une collection. Donc, ça me retourne toute la collection des podcasts. Si je remets un autre slash par après, puis là, je mets l'identificateur, ça me retourne juste un en particulier. Mais là, je peux avoir différentes façons d'identifier. Je pourrais avoir slash 1, mais je pourrais aussi podcast slash peut-être le nom. Ou il y a d'autres façons? Ben, effectivement, il y a le concept du where. Donc, on pourrait dire podcast avec un S pour la collection, slash. Puis là, je me souviens pas exactement de la syntaxe, mais c'est l'équivalent de dire where podcast name égale quelque chose. Donc, si on va dans Internet Explorer, on tape ce URL-là à la main, ça va nous retourner du XML directement. Puis c'est ça un peu la beauté, c'est que ça se teste facilement, ça fonctionne sur tous les browsers, ça fonctionne à travers les firewalls, à travers le réseau cellulaire, c'est magique. Tous les clients de la planète sont capables, c'est-à-dire que ce soit un iPhone, un téléphone Google, un téléphone Windows. Tu sais, c'est le protocole Internet, donc c'est juste le client fait la requête, reçoit la collection d'informations qui c'est du XML, qui est bien formaté.
qui respectent un protocole. Et à partir de là, l'information vient d'être échangée. Oui. Puis comme tu disais, Mario, comme c'est un protocole avec beaucoup de conventions, le concept de metadata, comme on aurait par exemple avec WSDL pour les web services, etc., ça n'existe pas vraiment parce que le metadata, ou qu'est-ce qu'on peut faire, c'est dans le document qu'on reçoit directement. Par exemple, si un podcast a fait un lien vers une autre collection d'auteurs, ça serait d'autres URL à l'intérieur d'une certaine convention pour que je sois capable de justement naviguer entre les différents objets à travers des URL. Donc, ça fait plusieurs gets sur mon serveur, mais je suis capable de naviguer très aisément entre les concepts. Puis, vas-y, Guy. Tu viens de mentionner service web. Oui. Donc, est-ce que OData règle une souffrance des services web ou parce que service web, si on se souvient à l'époque, là, c'était merveilleux, ça allait régler tous les problèmes d'interconnectivité entre les systèmes, entre les plateformes, etc. C'était merveilleux parce que beaucoup de monde découvrait la programmation distribuée parce que c'était nouveau à l'époque. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'on entend un petit peu la même chose, une version évoluée. Fait que est-ce que je dirais que c'est pas exactement la même chose. Les web services, quand ils ont été poussés, il y a eu beaucoup de standards qu'on connaît tous, là, les WS extensions, puis toutes ces belles choses-là. Les fameux standards SOAP, là. Qui, je pense que quand ils sont arrivés dans l'industrie, c'était trop compliqué pour monsieur tout le monde d'ajuster dans son système, puis il y a eu une mauvaise adoption. Puis quand on regarde sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Le monde, ils n'ont pas programmé Netflix avec les web services traditionnels, là, avec toutes les extensions de Microsoft, puis du groupe Oasis. Mais ils ont juste dit, on va faire quelque chose de simple. Puis je pense que c'est la simplicité qui gagne dans ce cas-là, puis c'est là que OData gagne. Parce que quand je fais un interface web, donc j'ai un contrat à garder, je ne veux pas commencer à coder, retourner les films de Netflix par date de création, retourner les films de Netflix en ordre de ci, retourner les films de Netflix par ordre de ça. Ça, tu sous-entends des méthodes là, qui auraient été codées. Exactement. Là. Donc, toutes les searches, là, il aurait fallu que je code peut-être 1000 searches pour être capable de supporter qu'est-ce que le monde demande de Netflix. On parlait tout à l'heure du Create, Update, Delete. Il aurait fallu, en service web, coder chacune de ces méthodes-là. Exactement. Donc, toutes les searches, par exemple, retourne-moi les films par prénom d'auteur. Ça a été une méthode sur mon contrat de mon web service. Mais il y en aurait eu plusieurs parce que je peux pas anticiper comment que le monde va utiliser mon service. Je suis sur l'Internet, c'est Netflix, c'est énorme, il y a des millions de consommateurs. Comment est-ce que je ferais pour tout anticiper les façons que le monde aurait utilisé mon système? Puis c'est là qu'OData est intéressant parce que j'ai un protocole qui me permet de dire, voici un schéma d'information, voici un standard, un protocole. Avec le protocole et qu'est-ce que tu connais du schéma, tu peux demander tout ce que tu veux. Puis nous, on va l'interpréter correctement de notre côté, comment faire la recherche. Mais c'est de l'accès aux données? C'est de l'accès aux données, oui. Donc, c'est deux technologies qui se ressemblent un petit peu, qui sont cousines, mais qui ont qui solutionnent des besoins différents. Oui. Ouais. Puis la grosse différence, puis je pense, tu as parlé de la simplicité qui a favorisé beaucoup l'adoption. Il y a un élément clé qui a fait que beaucoup d'organisations ont décidé d'aller avec des GET standards que le protocole Internet supporte. C'est-à-dire, je vais aller chercher telle ressource à un URL particulier. C'est que quand tu fais des GET de cette façon-là, toute l'infrastructure web qui est en place, par exemple pour faire du caching, pour te donner de la performance, est toute là. Ouais. Si tu prenais un protocole SOAP, aujourd'hui, je dirais propriétaire. À l'époque, on disait que c'était un standard. Il y avait le groupe Oasis, mais il y avait une vision un peu propriétaire derrière ça. C'est-à-dire, fallait que tu définisses de bout en bout, de A à Z, tout ton protocole, donc toute ta convention. Et ensuite, il fallait que tu achètes beaucoup d'infrastructures parce que là, tu avais des vendeurs qui te vendaient des serveurs. On n'a qu'à se rappeler, du côté Microsoft, c'était BizTalk. Du côté du Java, il y avait aussi une panoplie de vendeurs. Oracle tout le monde avait leur offre. Sun et compagnie. Et pour les compagnies, c'était, bon, je rejette toutes d'autres technologies non éprouvées, qui n'est pas sûr qu'on marche. Puis à côté de ça, tu avais le web, qu'on sait qu'il marche très bien, avec une façon très simple. Donc, les compagnies, à un moment donné, n'ont pas été folles. Ils ont dit, non, moi, là, je crois pas à mon vendeur, je vais plutôt utiliser le protocole Internet. Et on a vu, aujourd'hui, toutes ces technologies-là qui étaient supposément les 8e merveilles du monde sont toutes en désuétude et c'est l'Internet qui a gagné. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que même chez Microsoft, on voit que le mouvement va vers la simplicité. Si vous connaissez un peu la technologie WCF, ça fonctionne avec des bindings. Donc, comment est-ce que je fais pour parler à travers WCF? Donc, il y avait Basic HTTP Binding qui est du web normal à la ASMX, à la Web Service 1.0. Puis il y avait aussi le WS HTTP Binding qui était, on met le stack au complet de tous les protocoles, toutes ces choses-là, on les allume dans ce mode-là. Puis maintenant, il y en a un nouveau
qui est comme le nouveau de facto dans le monde web, qui s'appelle Web HTTP Binding, qui magiquement est capable de publier des contrats à la même façon que WCF fonctionne. Mais là, j'ai la simplicité du web. Je peux accéder en JSON, je peux accéder en XML. J'ai une page d'aide qui est automatiquement générée. J'ai pas de WSDL, par contre, parce que c'est une technologie de ça. C'est quand même tout à l'honneur de Microsoft. Ils ont été assez intelligents pour, à un moment donné, voir la tendance du marché et se dire, hey, notre WCF, il n'est pas fermé, on peut l'étendre et supporter une approche RESTful. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, personne, t'entends pas parler de discussion de monde qui disait, hey, WCF, c'est mort, c'est plus la façon d'échanger des données. Ça reste toujours encore vrai. La bonne façon. Parce qu'ils supportent REST, qui est la façon la façon moderne. Maintenant. Je dirais la façon la plus facile. C'est facile de l'imaginer, c'est facile de le tester, c'est facile à scripter. Il y a des beaux avantages à aller vers ce genre de technologie-là. Puis je sais qu'au niveau architecture, moi j'aime beaucoup faire des architectures CQRS. Je sais que Mario, toi aussi, t'es un peu fort sur ces architectures-là. Mais ça dit qu'on sépare l'accès aux données d'envoyer des commandes à nos systèmes. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le protocole OData pour tout ce qui est accès à mes données. Puis, magiquement, j'ai pas besoin de coder l'accès aux données. C'est OData me le fournit. Parce que donc, tu segmentes vraiment, là. Donc, tu utilises vraiment OData pour ton accès aux données. Puis, j'implémente des services WCF traditionnels pour envoyer des commandes à mon système. Parce que ce qui est important de se rendre compte, quel que soit le système informatique, quand tu lis l'information, tu ne changes jamais l'état de ton système. Tu lis, tu ne changes pas. Donc, c'est une opération qui n'est pas très dangereuse. C'est une opération qui demande du jus. Donc, c'est pour ça qu'on veut du caching, qu'on veut peut-être pas retourner toujours faire la requête. Mais tu n'es pas en train de modifier ton système. Une commande, là, tu fais les fameux je crée ou j'update ou je supprime. Surtout supprimer, c'est la pire. Il y a beaucoup de monde, même moi, je suis de l'école souvent qui dit pourquoi supprimer? On peut juste faire un update pour dire qu'il est maintenant plus valide. C'est une autre approche de l'architecture. Il y a même des architectes qui disent qu'on ne devrait jamais supprimer vraiment une donnée, mais ça, c'est un peu peut-être radical. Ouais, je suis un peu dans cette optique-là, moi. Sur les systèmes que j'ai travaillé, c'est ça ma réalité. Mais si tu serais dans un système, par exemple, bancaire, tu ne supprimes pas parce que tu as besoin de traçabilité. Mais tout ça pour dire que quand tu changes l'état, c'est là que c'est dangereux dans un système informatique parce que à ce moment-là, si tu fais pas bien, c'est pas pour rien qu'on a des systèmes transactionnels. Si tu supportes pas bien la transaction, tu peux mettre ton système à terre en créant mettre le système dans un état instable. Tu veux que ça soit toujours dans un état stable. Donc, en séparant d'un point de vue architecture tes requêtes de tout ce qui est tes commandes, tu viens de te simplifier la vie. Et OData est la belle preuve de ça. C'est-à-dire qu'à quelque part, ils se sont rendus compte assez rapidement que les requêtes, on ne sait jamais ce qu'on va aller chercher. Donc, ils se sont dit, envoyez juste par convention, puis tu définiras comment sont tes ressources. Donc, ça serait-tu exagéré de dire que OData, c'est le nouveau protocole, mettons, ADO.net, d'accès aux données? C'est peut-être grossièrement c'est drôle que tu chose. dises comme ça, Guy, parce qu'au début, ça a été une technologie plus de base de données, si on veut, parce que c'était accéder à de l'information. Puis ils appelaient ça ADO.net Access, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment le mot ADO.net. Les gens de Microsoft, originalement, se disaient, c'est notre nouveau ADO.net. Comme ça, on n'avait pas encore eu une autre couche d'accès aux données. Puis le monde aurait dit que c'était pas juste applicable aux bases de données, ça peut être applicable à plein d'autres concepts. Puis ils l'ont vraiment renommé WCF Data Services à partir de ce moment-là. Quand tu dis que c'est applicable à d'autres concepts, la grosse puissance de OData versus finalement une autre couche d'accès aux données, on en a vu depuis à un tel point que quelqu'un me dirait veux-tu venir voir une présentation sur je sais pas moi Hibernate ou... Non, je n'ai assez mangé de ça. Mais ce qui est intéressant dans OData, tu en as glissé un mot tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je vais chercher une collection et que la collection réfère vers une autre collection d'items, je ramène pas la collection d'items, je ramène plutôt les fameux URL. Donc, je ramène juste l'adresse où est-ce qu'ils sont localisés en utilisant les mêmes conventions pour faire la recherche. Donc, ça, c'est vraiment dans une philosophie Internet. C'est-à-dire, Internet, quand je vais chercher une page, c'est les liens que j'ai dedans qui me permettent de naviguer vers d'autres pages. Et c'est c'est la force d'Internet, ce qui fait que, écoute, quand tu es sur le web, tu vas toujours être capable de pouvoir accéder à d'autres ressources ailleurs, sinon tu n'es jamais fermé. Mais ce que j'aime aussi de ce concept-là, c'est que ça nous donne un contexte dans lequel je peux travailler. Donc là, je suis sur une personne. Là, ensuite, je navigue à ses emplois. Donc là, je parle peut-être de LinkedIn. Ensuite, je peux travailler aux personnes qui ont fourni des recommandations. Donc, c'est un autre contexte. Puis tout ça, je le fais à travers des liens. Puis je peux découvrir le système de cette façon-là. L'exemple que tu donnes, LinkedIn, eux autres exposent toute leur information en haut data. Ben, en REST. Ils exposent en REST. Oui, en haut data, non. C'est pas du vrai haut data.
Mais ils exposent en REST. Et effectivement, si tu utilises les bons API, les bons URL, puis tu fais les bonnes requêtes, tu peux aller chercher toute l'information brute, taguée en XML, sans voir les contenus des pages. Découvrir un système. Là. Tu peux le découvrir, ou en tout cas, souvent, il va avoir une page où est-ce qu'il va avoir juste défini, voici notre convention pour comment faire les recherches. Puis si tu es OData, comme tu dis, tu n'as même pas besoin de cette page-là parce que la convention, elle est définie par OData. Un des plus gros sites web qu'on ne sait pas qui utilise OData, mais c'est Windows Live. Donc, si jamais ça vous tente d'accéder Windows Live de façon programmatique, sinon sans aller sur hotmail.com, il y a tout un API pour découvrir c'est quoi les photos que j'ai accès, c'est quoi les photos, c'est quoi les status updates que je peux voir, c'est quoi que mes amis font, qu'est-ce qu'il y a dans mon address book, c'est quoi qu'il y a dans mon calendrier. Puis tout ça, ça suit exactement le protocole OData. Intéressant. Donc, on pourrait refaire Hotmail en utilisant du JavaScript pour parler au OData de ça. Puis là, si on mélange ça avec un peu d'authentification au hot ou quelque chose comme ça, ça serait très sécuritaire. Puis, je reviens sur ma question initiale où je voulais m'en aller tout à l'heure. Le fait qu'on fait des liens vers d'autres URL, vers d'autres ressources avec OData, donc on peut naviguer un peu comme l'Internet, est-ce que c'est pas aussi une porte ouverte pour faire que nos applications on s'entend, des applications qui vont être sur nos téléphones, nos tablettes. Les mashups, Mario? Mais ces applications-là, plus souvent qu'autrement, ils vont être des applications natives parce que tu veux justement être capable d'avoir la performance du processeur et tout. Puis de faire une application web, c'est pas toujours la meilleure solution. On le voit, l'iPad, c'est des applications natives. Windows 8, c'est des applications natives. Mais si ces applications natives-là utilisent OData pour être capable de se promener, est-ce qu'on pourrait penser que le natif va pouvoir aller chercher comme le bon du web et s'il respecte cette façon de se promener dans l'information, tu pourrais quasiment te promener, embarquer dans une application sans t'en rendre compte, quasiment aller vers... Mais c'est drôle, mais tu décris un peu ce qu'on travaille chez Ambient Reflex d'une certaine façon. C'est que si on définit assez de conventions, puis qu'on sait que dans Netflix, il y a des films, puis que dans un autre système, il y a des films, puis qu'on peut les matcher sur des noms, un peu d'intelligence à cette partie-là, ben là, on pourrait commencer à marcher sans savoir d'où vient le data, puis juste se promener dans toutes ces collections-là d'informations. À quelque part, tu pourrais créer un nouveau type de navigateur qu'au lieu d'être pour être navigué en visionnant du contenu HTML, c'est que tu navigues en visionnant du contenu riche qui te donne encore là d'autres liens, d'autres ressources. Puis, donc, le web est loin d'être mort. Je pense que c'est plus que vivant. Puis je pense qu'on va voir la prochaine génération du web arriver où justement on arrête de bâtir des silos, où on arrête de bâtir des applications web qui publient pas leur information. Puis c'est tellement facile avec OData justement, puis tous ces beaux protocoles-là qui sont faciles à utiliser que l'information devient disponible. Puis on le voit, il y a des marchés d'information qui s'ouvrent. Amazon en a un, Google en a un. Azure, il y a un marché d'information. Puis le but justement, c'est de publier de l'information. Puis le protocole chez Microsoft, c'est OData qui a été choisi pour publier. On va s'amuser, Eric. Est-ce qu'on serait capable de penser que, mettons, dans 50 ans d'ici... 50? Ouais, on va prendre 50 ans. On a de la misère. 5 mois. Ah, mais... Je vais être à la retraite, là. Est-ce qu'on pourrait penser, mettons, que dans 50 ans d'ici, un site comme Amazon n'offrirait plus de vue HTML sur ses données parce que de naviguer avec un browser classique, ça serait plus la façon que les gens vont naviguer. Les gens vont être dans des applications riches, locales, performantes, qui vont driver peut-être avec la voix puis des doigts. Et tout ce que Amazon va faire, ces sites web, sont peut-être que des sites OData, en fournissant l'information, en permettant de faire les transactions, parce qu'une transaction financière, quand tu achètes, là, c'est du OData aussi. Là. Tu crées une commande. Tu crées de l'information. Donc, puis à quelque part, tu pourrais être le plus gros marchand de produits sur la planète et plus te préoccuper du rendu visuel. Parce qu'aujourd'hui, tous les marchands, les Google de ce monde, les Amazon, il faut qu'ils fassent deux choses. Il faut qu'ils aillent chercher l'information en arrière dans le back-end, puis il faut qu'ils l'affichent, puis qu'ils te l'envoient à toi parce que nos navigateurs sont stupides. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est pogner des tags HTML puis les afficher. Mais là, ces applications riches deviennent plus intelligentes. Puis dis-moi, là, je vais être capable de faire du rendu. Je vais l'afficher à mon goût. Donne-moi juste la donnée brute, la donnée en OData. Puis c'est la tendance lourde. C'est peut-être ce qui va arriver à tous ces grands joueurs-là. Ben, je pense vraiment que c'est ça la vision. Quelques mises en garde, par contre. Aujourd'hui, dans OData, on n'a pas le concept de schéma, qui veut dire que si moi, j'invente un Amazon, puis j'invente une entité qui s'appelle un livre, je vais lui donner un nom, je vais lui donner un auteur, je vais lui donner une date de publication.
Mais si Barnes & Noble, eux autres, ou Chapters, ils décident de réinventer un système OData, eux autres, ils vont peut-être pas appeler ça un book, ils vont appeler ça un livre au Québec. Mais ça reste ça, la propriété intellectuelle réelle qu'Amazon aura, ou la façon de se différencier de Barnes & Noble, c'est dans l'intelligence qu'ils vont mettre dans leur façon de présenter leur information. Mm-hmm. Comme aujourd'hui, ils se différencient sur la façon qu'ils présentent l'information dans le rendu visuel, avec le fameux one-click, tout ça, mais tout à l'heure, ça va être plus sur est-ce que j'ai réussi à publier l'information. D'une façon tellement simple que tout le monde la consomme. Puis, une des choses que je peux dire qui s'en vient un peu dans le monde OData, ils appellent ça des vocabulaires, justement. Puis l'idée, c'est qu'il y a pour certains concepts de base, il y aurait peut-être des schémas normalisés que dire une personne chez Amazon, c'est le même format qu'une personne chez Google, qu'une personne chez Microsoft. Puis là, c'est intéressant parce qu'en parlant d'OData, on est en train de connecter avec toute une autre grosse branche du web qui est le fameux web sémantique. Oui. Donc, il y a des gens qui rêvent de se dire, est-ce qu'on serait capable de définir les concepts clés dans notre vie de tous les jours? Un livre, une bibliothèque, un client, puis que ça soit tellement riche que ces informations-là, qu'on soit capable de les échanger. À quelque part, en prenant une approche juste basée sur des conventions, sur la simplicité pure, on est en train... C'est pas assez. C'est pas assez, mais moi, je crois plus à cette piste-là parce que c'est une piste simple, tandis que tout le monde qui font la promotion du web sémantique aujourd'hui, c'est un peu ardu, compliqué ce qu'ils font, là. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que comme c'est le protocole web, en quelque part, la planète va décider comment que ça se dirige. Donc, si tout le monde dit « Hey, le format de livre à Amazon, là, il est bon. Pourquoi je le réutiliserais pas? Pourquoi que je ferais pas la même chose que les autres pour que, justement, ma source de données soit similaire à la leur? » Là, Guy, ça fait 10 minutes que tu me laisses aller. Je soupçonne que tu vas nous revenir avec une question très terre-à-terre du genre... Là, les boys, quand on veut programmer au data, là, comment on fait ça? Ouais. Parce que on était parti 50 ans dans le futur. Revenons en 2011. Revenons en 2011. 2012, c'est vrai. 2012, oui, c'est vrai. Bon, ben, je peux sauter la question d'abord. Mais j'ai donné une partie de la réponse. En tout cas, on ne laissait pas la réponse. Tu as mentionné quelques librairies. Oui, donc si on veut faire du OData sur la plateforme .NET, c'est bâti dans la librairie. J'ai absolument besoin de rien downloader. La librairie... Elle s'appelle WCF Data Services. OK. Donc ça vient avec, si on veut, Ça fait partie du framework. C'est sûr qu'il y a eu des mises à jour qui se sont faites par après, parce que naturellement, la version .NET 4.0 est sortie déjà il y a 1 an et demi, donc ça l'a avancé un petit peu. Mais je pense que les grosses améliorations, on va les voir dans .NET 4.5. Puis ça, je suis un peu au courant de ce qui s'en vient. Je me souviens même pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. T'as pas le droit donc, de dire rien. j'ai pas le droit de dire rien dans ce cas-là. Mais on parle pour .NET que c'est facile à faire, mais on Oui. sait que la technologie .NET, c'est principalement une technologie qui va être utilisée du côté serveur. Parce que du côté client, avec ce qui est Windows 8, où est-ce que ça s'en va, on a même un nouveau runtime qui est le WinRT. Oui, mais donc, ça... Est-ce qu'il va être supporté par Windows 8? C'est ça, c'est que... donc, effectivement, c'est pour une technologie plus serveur, puisque là, ça se mélange avec IIS, ASP.NET, puis toutes ces belles choses-là. Mais du côté client... Donc, c'est vraiment pour exposer tes bases de données, ton information du côté serveur. Oui. OK, c'est bon. Du côté client... Microsoft nous fournit avec des outils pour justement générer les proxys. Là. Donc, ceux qui connaissent un peu WCF, il faut générer une structure d'objets du côté client pour que je sois capable d'avoir tout mon bel intelligence. Puis pour travailler comme avec des objets, dans un monde orienté objet, parce que .NET, c'est objet. Puis WCF, ben lui, c'est pas des objets. Là. On est encore dans la bonne vieille informatique distribuée où est-ce qu'il y a des remote calls pour appeler un service distant. Donc, c'est le fameux SVC utile, justement, là, pour WCF. Puis ça, c'est capable de générer des proxys pour des applications de EPF, pour des applications WinForms. Ils ont une version Silverlight, donc je pourrais créer un nouveau projet Silverlight qui est capable de se brancher sur un endpoint ou une destination OData et générer correctement les objets. Puis, ça a été confirmé qu'ils vont fournir aussi un équivalent pour WinRT et Windows 8. Donc, ceux qui veulent faire du Windows 8 en utilisant C# ou VBNet pourront utiliser ça pour leur générer les objets côté client, si on veut, pour être capable de parler à la source serveur. Ça encapsule toute la complexité là, de communiquer par HTTP. Oui, ça encapsule tout. Puis même que c'est vraiment intéressant parce que pour ceux qui connaissent LinkU, qui est un peu une syntaxe SQL en C#, ça vous permet de faire la même chose du côté client. Donc, sur le client, vous pourriez dire « from myservice.podcast where invité égale Éric Renaud ». Puis ça retournerait tous les podcasts avec Éric. Donc, tu n'as plus besoin de te faire des objets, de créer les criteria, puis tout bâtir. Tu fais plus ça. On réutilise LinkU.
tu fais une couche d'accès aux Excellent. données très simple, puis tu utilises LinkU en arrière pour faire les requêtes. On a Ça, parlé de... ça, c'est en .NET, ça. Ouais, Mais ça, c'est dans le t'as monde T'as .NET. mentionné JavaScript tantôt. En JavaScript, il y a une autre librairie que là, c'est un peu comme jQuery. Il faut le télécharger puis justement l'appeler. C'est sûr que c'est pas aussi convivial que utiliser le .NET parce que j'ai pas d'objet, donc c'est pas fortement typé, mais j'ai quand même tout ce qui est nécessaire pour parler correctement à un serveur OData, gérer le paging, gérer... Mais ça, c'est génial. le Là. web. Ça veut dire que dans une page HTML, seulement avec du JavaScript, donc sans code Java, .NET, client-side qui est client-side dans le browser. pur dans le browser. Dans un langage totalement interprété, tu peux faire des requêtes et appeler. Oui, parce qu'au fond, ça réutilise les capacités du browser. Là, donc, est capable d'appeler, il appelle ça, je pense, des XML Request Reply. Ouais. Puis l'idée, Écoute, ça, c'est du XML. Ça date de IE 4.0. Mais Écoute, ça fonctionne Dominique encore. Sévigny, en 2001, avait fait une présentation au groupe.net là-dessus. À l'époque, c'était tout nouveau. Ça, c'est au siècle dernier, ça. Ben, écoute, mais c'est encore ça qui est utilisé en Non. dessous de la couverte, dont on ne Ouais. sait pas. Puis je me souviens à l'époque, en tout cas, c'était Evil, parce que Microsoft avait sorti cette approche-là. Tout le monde chialait contre ça, puis aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Tout le monde Ouais, l'utilise. puis Google c'est le bâti premier. dans les browsers. Fait que ça, c'est intéressant parce que vraiment, une approche totalement client browser-based, on peut faire appel à des données qui sont... Oui, puis il y a même aussi il y a du monde qui ont créé des librairies. Ils sont tous sur le site odata.org, tout ce qui existe. Donc, j'imagine qu'il y a du Java. Il y a du Java, il y a du PHP, il y a du Ruby. Ruby. Donc, c'est relativement complet, je dirais. OData, c'est un protocole qui évolue. Naturellement, pour nous être capable de bénéficier de toutes ces évolutions-là, il faut que mon WCF Data Services soit lui aussi à jour. Mais ça, c'est si tu héberges, tu sais, WCF Data Services, c'est si tu fais tes propres serveurs, puis ou tu t'occupes de tes propres serveurs. Qu'en est-il si tu dis, moi, la partie serveur, là, je veux même pas m'en occuper, je veux utiliser le cloud de Microsoft. J'imagine Microsoft, vu qu'il promouvoit beaucoup le cloud, que ça doit être tout du OData en arrière de ça, les femmes. Il y a beaucoup de OData justement chez Microsoft. Puis, il y a une belle intégration entre les technologies d'accès physique à la base de données. Donc, ceux qui connaissent un peu Entity Framework, c'est très facile en 2 lignes de code de dire « Expose-moi un service OData qui permet l'accès aux données à cette classe, à ce repository-là de Entity Framework. » Donc, en 2 lignes de code, je suis capable d'exposer une base de données Entity Je peux-tu Framework. faire ça aisément si je décide par exemple, je voudrais héberger mes données sur le service de cloud de Microsoft, comment il s'appelle celui pour les SQL, SQL Azure? SQL Azure? Ben, SQL Azure, c'est une base de données. Oui. Donc, tu vas y mettre la couche... Ah oui, c'est vrai, tu y Puis parles on sur peut le y parler en protocole. Tu y Entity parles en Framework. Ouais, c'est ça, tu y parles, mais tu y parles sur le bon vieux protocole Oh, oui, oui. propriétaire de SQL. Donc, tu as la même couche là, entre ton client et ton serveur. Là. Puis au fond, la technologie OData apprend un iQueryable en input. Donc, n'importe quoi qui est un iQueryable peut être une source de données OData, même que je pourrais créer une collection, donc un iList de quelque sorte, puis dire à la fin « as queryable », puis prendre ça, puis le fournir à OData. Puis là, lui, va exposer ma liste que j'ai en mémoire dans mon serveur, par exemple, la liste des utilisateurs présentement actifs, puis il va être capable de retourner ça sur au travers de l'Internet. Donc, c'est vraiment une belle technologie serveur, bien implémentée, simple à utiliser. Par contre, une autre mise en garde que je préfère, c'est quand on fait de la mise à jour d'informations, un peu Mario a tué un peu le sujet tantôt, moi, je pense qu'il faudrait essayer d'éviter de passer par OData pour mettre à jour l'information, parce que là, quand je mets à jour l'information au travers OData, qui est possible, je suis en train de changer les champs, puis ça peut être mappé directement à travers Entity Framework, qui est directement sur la BD, qui fait que je suis en train de vraiment changer les bits dans la base de données, puis j'ai peut-être pas tous les bons mécanismes de validation, les bons mécanismes d'accès à l'information, les bons mécanismes pour m'assurer que je suis capable de transformer puis dériver d'autres choses. Donc, je préfère, moi, vraiment l'approche CQRS, qu'on a des commandes séparées, qui, eux, vont altérer le data, puis qui vont me dire rafraîchis telle entité ou telle URL, Mais si tu bâtis ça te revient. tes commandes pour en arrière de la couverte, prendre les fameux, les mêmes, les Ah, commandes, les on peut commandes exposer put. les OData. On pourrait pouter des commandes si on voudrait, puis ça serait une autre façon de le faire. Mais il faut juste être conscient que quand c'est une commande, c'est une commande. C'est pas le data. tu sais, c'est un peu comme quand tu vas voir une présentation, tu as le blabla, puis à un moment donné, il y a quelque chose, une annonce officielle va être faite, là, tout le monde se lève la tête en se disant, oups, c'est important. Quand tu as une commande dans un système, c'est important. On est en train de changer l'état du système. Faut, tu sais, mettons que tu n'as pas de ressources, puis tu n'as pas d'argent, puis que tu peux pas tout tester ton système, teste tes commandes. Fais des tests unitaires au moins sur tes commandes. Les requêtes, ça, ils peuvent flancher, ton système, il sera pas sur le cul.
C'était 2 minutes de consultation d'architecture pour pas cher. OK, donc, on dit que OData, c'est des conventions par-dessus le protocole REST, donc le protocole d'Internet, et Atom, donc la façon d'échanger des collections d'informations, parce que quand on échange des blocs, c'est des collections d'informations, puis donc la façon de définir des schémas XML, puis avec donc des conventions pour faire les recherches, des conventions pour faire les puts, les get, puis tout ça, on dit, mais ça, c'est un plus gros protocole qui définit comment on va échanger des données. Une chose qu'on n'a pas parlé beaucoup dans OData, c'est que c'est sûr que toi, Mario, tu viens de parler beaucoup de XML parce que c'est depuis AtomPub. Ah oui, mais la réalité, c'est qu'il y a peu de en anglais ils disent des producers, là, mais du monde qui produisent de l'information, mais beaucoup de consommateurs. Donc, quand on regarde la façon que le protocole fonctionne, il faut vraiment l'optimiser en fonction du consommateur et non pas celui qui et les consommateurs aujourd'hui sont des navigateurs web. Ce sont des navigateurs web, ce sont des pages web qui fonctionnent en mode Ajax pour justement parler à des serveurs. Puis, une des beautés de JSON, c'est que ça va comme se désérialiser magiquement en des objets JavaScript. Donc, quand c'est un navigateur, un browser, qui lui demande une requête, il fait une requête au data, au lieu de retourner des données XML, qui lui, après ça, il faudrait qu'il fasse le parsing, il retrouve l'information, il y a une convention qui avait été déjà définie dans JavaScript, c'est ça qui est fabuleux, pour définir des objets JavaScript. C'est ça que ça veut dire JSON, c'est JavaScript Object Notation, JSON. Donc, c'est une autre façon d'envoyer l'information sur le fil et donc de pouvoir aisément les réhydrater en objets JavaScript. Donc, ton browser, il est optimisé pour faire ça, il va vite. Puis, comme tu le dis, c'est encore beaucoup des navigateurs qui consomment d'informations, en tout cas en 2012. Et JavaScript. Mon image de dans 50 ans, en 2062, il y aurait toutes des applications natives super performantes, puis les navigateurs seraient peut-être histoire du passé. Tu m'enverras un petit courriel à ce moment-là pour me dire comment c'est. Toute chose étant ce qu'elle est, je suis sûr qu'il va y avoir encore des navigateurs parce que les technologies ne disparaissent jamais. Il y a encore des mainframes aujourd'hui. Hein? Mais la NASA vient d'annoncer qu'ils vont se débarrasser de leur dernier mainframe ce mois-ci. Ouais. Quand même capoté. Donc, mais dans 50 ans, il va sûrement encore avoir des gens qui vont utiliser des navigateurs. Mais par contre, moi, je suis sûr qu'on va avoir beaucoup plus d'applications intelligentes du côté des clients qui vont plus nous connaître, nous, pour répondre beaucoup plus aisément à nos besoins. Hey, ce serait le fun de faire à un moment donné une espèce de fabulation sur le futur. Les prédictions, Mario et Guy. Ben non, on va inviter... le but, c'est on va inviter du monde bien plus intelligent que nous autres pour en parler, puis on va apprendre plein de choses. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Si je regarde ma petite liste, on a quand même parlé un peu de Silverlight, JavaScript, du .NET. On a parlé que ça fonctionne un peu, c'est omniprésent dans le sens que ça fonctionne autant sur du Java que sur la plateforme .NET. C'est un protocole qui est pas mort, il y a beaucoup d'activités sur le forum. Ce qui est drôle, c'est que ça n'a rien à voir avec Microsoft.net. Du tout. On pourrait faire une émission là-dessus puis être des programmeurs Ruby qui connaissent rien de la plateforme.net et trouver toutes des bonnes choses à dire sur OData parce que grosso modo, c'est indépendant de la technologie que tu utilises pour programmer. Puis je trouve que c'est vraiment une belle chose que Microsoft a faite pour OData, c'est que le site web OData n'est pas du tout brandé Microsoft. Donc, quelqu'un qui arrive là, il va dire « Oh, wow, c'est un protocole, puis ça résout mes problèmes », sans même savoir que c'est un protocole qui a été plutôt poussé pour l'instant, là, jusqu'à temps qu'une communauté indépendante le reprend, j'imagine, par Microsoft. Mais Microsoft, ils sont là pour faire de l'argent. Les sûr. autres, une des choses qu'ils ont aussi annoncé à peu près en même temps qu'ils ont annoncé le protocole ou quelques mois plus tard, c'était un site où est-ce qu'il était pour vendre des données en format, en utilisant le protocole OData. Parce que Microsoft s'est dit, il y a des données qu'il faudrait peut-être la peine que des gens seraient prêts à payer. Et surtout aussi, ils ont dit à la communauté, si vous avez des données que vous voudriez vendre, ben vous pourriez utiliser ça, puis nous, on peut vous aider à faire mettre en place la technologie. Donc, je ne sais pas comment mais j'ai oublié quel est le nom de ce... Azure Marketplace? Oui, le Marketplace. C'est justement un site web qui publie des liens OData pour un certain frais. Par exemple, je paye $2,99 et j'ai accès aux données démographiques des États-Unis. Je paye $4,99 et j'ai accès aux données démographiques de l'Ukraine. Donc, c'est vraiment un beau site web. C'est tout basé sur OData. À cause que c'est fait sur OData, ça veut dire que je suis capable de facilement extraire de l'information de ces sites web-là. Puis, j'ai accès à mon information. Tu sais, maintenant, tu t'appelles, on va faire un cas d'espèce. On est au Québec, on aime le hockey.
sais, la Ligue nationale de hockey. Donc, tu as une certaine information qui est à toi, qui t'appartient, qui peut valoir de l'argent. Ça s'appelle les résultats des matchs, toutes les statistiques sur les joueurs. Ben, qu'est-ce qui t'empêcherait de dire, moi, ces données-là, je les fournirais pas gratuitement sur Internet. Si tu veux les avoir, il faut que tu payes. Parce qu'il veut avoir ça en format brut, natif. C'est les gens qui fabriquent des applications qui, absolument, font de l'argent avec ça. Donc, c'est peut-être normal qu'eux autres t'en repaient, ils te donnent des redevances là-dessus. Donc, c'est un peu ça, toute l'idée derrière ça. C'est de se dire, écoute, tes données, si c'est le gouvernement, c'est ta ville, ça devrait être gratuit parce qu'on le paye déjà. Par nos taxes, mais si c'est une entreprise privée, elle peut les vendre. Ouais, c'est un peu, c'est justement ça l'offre de service que Azure offre pour le marketplace d'information. Puis en réalité, c'est que ça n'existe pas d'information gratuite parce que, mettons, vous devez tous, moi en tout cas, moi j'utilise beaucoup Amazon pour, si j'ai à référer un livre, je vais aller sortir, la URL est là, voici tel livre. Puis on sait qu'il va être encore là dans quelques années. Puis, donc. pas Google, mais Amazon est très heureux de me permettre de faire ça. Ils se plaignent pas. Ils m'ont jamais dit, hey, t'es en train de référer. Puis pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils savent qu'en arrière de ça, ils vont peut-être vendre le livre et ils vont faire de l'argent. Mais s'il n'y avait pas une transaction financière, c'est sûr qu'Amazon ne serait pas en train de publier l'information gratuitement comme ça. Ouais. Puis je pense que c'est même important que les compagnies acceptent de le donner gratuitement dans ce cas-là parce que ça l'évite de dupliquer l'information. Si j'ai tout le temps accès à l'information à la source, j'irai pas créer une autre base de données avec tous les livres, encore une fois, que là, je vais devoir synchroniser une fois de temps en temps parce que j'aurai jamais toutes la même richesse ou la même qualité d'information qu'Amazon. Donc, aussi bien linké à la source. Quelque part, le jour où tu possèdes, que tu deviens la source d'information, c'est aussi puissant qu'il y a très longtemps quand tu étais situé au bon coin de rue pour être près du consommateur, pour vendre. Tu sais, c'est la même. Là, c'est que tu es situé sur le bon concept, c'est-à-dire que la définition de ce que c'est les livres, l'inventaire des livres, c'est toi qui la possèdes. Donc, tu es très bien placé pour être en mesure, après ça, par la bande, de dire de si tu veux l'acheter, moi, je te le vends pas cher. Un peu comme quand tu étais placé au bon endroit. Dis, tu veux un café, ben achète-le chez moi. D'ailleurs, c'était reconnu, McDonald's, une de leurs forces au début, c'était de trouver les bons endroits où installer leur magasin. Parce que... en marketing, il disait c'est les 3 P, la place et la place. Sur l'Internet, tout à l'heure, ça va peut-être être... c'est encore la place, c'est Amazon.com. Non, ça va être les 3D. Le data. J'ai un dernier sujet que je voulais parler, puis j'ai oublié de le mettre sur ma petite feuille, là, mais c'est Power Pivot pour Excel. Power Pivot. Ça, là, c'est une belle petite beauté que j'ai découvert. C'est un plugin pour Excel. Mais qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est de dire... Au lieu de taper des chiffres moi-même, je vais aller chercher les chiffres ou l'information qui viendrait d'un feed au data. Donc, Power Pivot, c'est un moteur, au fond, qui va me permettre d'accéder à un lien au data. Seulement un lien au data ou... Ça peut être n'importe quoi. Là. Je sais que ça peut être des fichiers CSV. C'est vraiment un bel engin, mais l'utilité que moi j'ai trouvé, c'est pour vraiment aller chercher de l'information dans un système au data. Puis là, ça va tout télécharger dans un genre de buffer là, applicatif là, pour Excel. Puis à partir de là, ça devient une table de pivot pour Excel que je peux faire du BI. Donc ça, c'est le fun parce que je pourrais dire, va chercher tous les films dans Netflix, va chercher la donnée démographique aux États-Unis, puis essaie de trouver des matchs à l'intérieur de ça. Fait que là, il y a une grosse communication au début là, pour aller chercher toute l'information, c'est ramené localement. C'est ça. Puis c'est ça que Power Pivot fait. Il va juste stocker, lui, il va faire le téléchargement, puis gérer les mises à jour par après. Puis toute l'information va être dans mon fichier Excel, au fond, donc ça va faire un gros fichier Excel. Puis je vais pouvoir lui accéder de la même façon que je travaille dans Excel. Ça va être comme des nouveaux worksheets avec cette information-là. Par contre, s'il y a des petites mises à jour, par exemple, s'il y a un champ ou un enregistrement qui change, est-ce que tu dois retélécharger toute l'information? Pour l'instant, ça va dans, comme tu dis, Guy, retélécharger, mais je sais qu'au niveau data, au niveau protocole, ils sont en train de travailler sur des façons de dire voici un URL que si tu m'appelles, ce URL-là, on va te fournir l'information qui a changé depuis ce dernier appel-là. Donc ça, c'est une des améliorations. C'est intéressant parce qu'il y a des limitations là, présentement, puis on voit que Microsoft ou les gens qui utilisent cette technologie-là travaillent sur ces limitations-là. Fait que c'est sûr que ça fonctionne bien pour des petits ensembles de données, mais quand on commence à devenir trop grand, il faut commencer à penser à du paging, il faut commencer à penser à la synchronisation. Puis c'est là que ça devient intéressant. Toutes les applications FAT, là, si on veut, là, sur mon téléphone ou sur mon Windows 8, ils veulent être capables d'opérer en mode débranché. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être une cache locale, qui veut dire qu'il faut peut-être que je la resynchronise parce que je ne vais pas redownloader mes catalogues à chaque fois. Puis c'est un peu là que le protocole s'en va.
Si je suis un développeur puis je veux m'intéresser aux data, là, j'ai écouté l'émission. Là. Odata.org. Tout est là. Il y a des tutoriels, il y a les technologies, il y a des exemples. Il y a un répertoire au fond de toutes les applications consommateurs, toutes les applications producteurs d'informations qui existent. Puis, si jamais ceux qui veulent vraiment tester, il y a un petit outil qui s'appelle sur Internet Linkpad. C'est un outil qui permet de faire du link queue, mais par hasard, il est aussi capable d'interroger une source de données Odata. Donc, je pense que tout est là sur odata.org pour être capable de partir. Puis ensuite, c'est dans Visual Studio qu'on fait le reste. Excellent. Ben, écoute, Éric, on te remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. On fait une petite pause de quelques secondes et on revient avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Ben, Microsoft a annoncé il y a quelques semaines quelque chose qu'on s'attendait tous. Hein. Il n'y aura pas de conférence mix cette année. Puis, en lisant un peu entre les lignes, je pense que on s'attend tous à ce que cette conférence-là ne revienne plus. Donc, c'est un petit peu la mort de cette conférence qui avait commencé, je pense, en 99 ou quelque chose comme ça. Là, c'est une conférence au début qui était fort intéressante parce que le concept, c'est une conversation entre les développeurs, les designers, les gens du milieu là, des médias. Puis au fil des années, ben, c'est venu une conférence pour développeurs. Où Microsoft annonçait ses technologies. Oui, mais une conférence standard au niveau de développement, ce qui était, donc ça a été un petit peu dénaturé. Donc peut-être pour ça maintenant qu'il n'y a plus d'intérêt. Donc il n'y a plus de mix. Il reste toujours la conférence TechEd, la grosse conférence de Microsoft. C'est tout ce qu'on sait là, présentement. Il y a TechEd, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Est-ce qu'il va y avoir d'autres PDC? On ne sait pas. On sait officiellement, en tout cas, que Windows 8 a été lancé en 2012. C'est M. Ballmer qui l'a dit. Donc, s'ils veulent l'annoncer, il faut qu'ils le fassent quelque part. Puis ils vont sûrement avoir une conférence quelque part pour l'annoncer. Mais la conférence pour développeurs a eu lieu déjà. Là, fait que ça va être plus une conférence grand public, peut-être, j'imagine. Peut-être Microsoft vont inventer leur propre conférence à la Apple. Ah, peut-être. C'est pour ça que peut-être qu'ils ne retournent plus au CES. C'était leur dernière année. Puis peut-être qu'ils coupent quelques conférences pour ramasser assez de budget parce que ça coûte cher organiser soi-même ces conférences. Oui. Autre nouvelle intéressante, la Kinect for Windows pour Windows est sortie sur le marché avec son SDK. Donc, la Kinect pour Windows, comparativement à la Kinect pour la Xbox, c'est à peu près la même chose. Donc, tu peux acheter une Kinect pour Windows. Oui, c'est $250. Comparativement à 120 à peu près là, pour la Kinect pour Xbox. Il y a une couple de différences au niveau hardware entre une carte non, ou c'est USB directement? C'est USB comme celle pour Xbox. La vraie grande différence, c'est que son capteur vidéo peut capter des présences plus proches. Ah oui, ça à peu près jusqu'à moins d'1 mètre, là, quelque chose comme ça. Là. Okay. Donc, pour les applications où on va devoir être pas loin d'un écran plutôt que dans un salon. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le SDK de Kinect, on peut utiliser la Kinect pour Xbox pour faire notre développement. OK. Donc, ça, c'est... On attend toujours quelle sera l'application... que tout le monde va vouloir, qui ferait qu'on aurait tous besoin de s'acheter une Kinect pour son PC. Mais... on va le voir avec Windows 8. Parmi les autres nouvelles, on a nos amis de X-Brainsoft Rideau, Grégory Renard, qui ont lancé cette semaine leur assistant qui s'appelle NG pour Windows Phone 7. Je regardais un petit peu les nouvelles du côté français. Ça a été repris dans les grands journaux. C'est une grosse affaire parce que c'est une technologie qui compétitionne Siri, là, donc la reconnaissance vocale. Donc, toutes les concierges, la conciergerie dans les téléphones, il y a 3 grandes compagnies. Google en a acheté une, Apple en a acheté un, et là, eux, ils sont la 3e compagnie. Et leur stratégie, eux, c'est de licencier. Donc, mais à un moment donné, si c'est une offre d'achat très intéressante, tu dis pas non. Là. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais c'est une belle technologie qu'on... Oui, donc si vous avez un Windows Phone 7, je sais que pour nos amis européens, c'est disponible gratuitement sur le Marketplace. Ça ne l'est pas encore du côté nord-américain, mais surveillez ça, là, NG, A-N-G-I-E pour Windows Phone 7.
Dernière petite nouvelle, Scott Gotcha a publié une lettre dans un des derniers MSDN Flash où il disait non, je suis pas mort, je suis bien vivant du côté Azure. Il sent le besoin de dire qu'il je vit. m'occupe de technologie serveur. Ouais. Puis c'est drôle parce que en lisant les technologies sur lesquelles il travaille, sont tous des technologies serveurs. Hein. Il est maintenant du côté Azure. Puis il y a plus tellement de technologie client hein. du côté Microsoft. Je pense que c'est clair que la technologie client là, c'est Windows 8. HTML5. Je vais juste faire une petite intervention parce que moi, je suis un observateur dans la salle et le visage à Guy et Mario, c'est priceless. HTML5. Pour encore 20 ans, les navigateurs ont été importants, mais à terme, c'est il va être là, on va avoir 128 processeurs sur notre petit bidule qu'on va transporter dans nos portes. Dans nos poches, je peux pas croire qu'on va utiliser un browser encore. Non, ça veut pas dire... Attends un petit peu, là. Ça veut pas dire que tu vas être obligé d'utiliser un browser. C'est ton langage. Ça va être... oui, ça OK. va être HTML5. Oh, ça, je suis d'accord. Mais regarde, tu sais, si tu bâtis des applications natives pour le Windows 8 en HTML5 avec le JavaScript, c'est une version propriétaire parce que c'est pas portable. C'est juste pour cette plateforme-là. Puis c'est juste, tu réutilises ton savoir-faire au niveau du langage. C'est correct. Pourquoi? Tu peux pas avoir à apprendre un nouveau langage comme Objective-C pour être capable de faire une application pour une tablette. Ouais, effectivement. Ça a comme pas d'allure. Mais c'est intéressant comme point de la part de M. Guthrie. Ah, je prends note. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, Guy. Nous, on invite nos auditeurs qui sont dans la région montréalaise à venir à la communauté. On a des bonnes conférences à tous les mois. Et pour ceux qui... je dirais pas malheureusement, heureusement, parce qu'il y a peut-être de nos auditeurs qui sont dans des pays un peu plus chauds que Montréal, au soleil, il fait beau. Donc, pour ces chanceux d'auditeurs, on vous souhaite une bonne... pas une bonne semaine, parce qu'on se voit plus aux 2-3 semaines, mais on vous souhaite quelques semaines de bonne programmation. On se revoit quelque part dans le mois de mars. Donc, sur ce, bonne programmation. Au revoir. Visual Studio Talk Show.